Bonjour tout le monde. Alors dans la première vidéo, on a vu le système féodal, la société telle qu'elle était, avant les grandes découvertes, avant l'époque qu'on va voir aujourd'hui, l'époque des temps modernes. Cette société qui prépare l'arrivée du capitalisme. Dans cette vidéo, on va voir apparaître le capitalisme. Voilà, le capitalisme n'est pas né de la révolution industrielle, le capitalisme a connu différentes formes inabouties, comme je vous l'ai dit la première fois. Et là, ce qu'on va voir, c'est le capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais adolescent. Pourquoi adolescent? Parce qu'il est. Ce capitalisme est comme un être humain, on va le voir apparaître, on va le voir se construire progressivement, construire son squelette, et construire les outils qui vont lui permettre de se développer, développer son corps et de passer à un capitalisme adolescent, commercial, mercantiliste, à un capitalisme mature, industriel. Ça sera le but de la prochaine vidéo, parce que ça se fera en 3 parties, et pour ensuite arriver à ce capitalisme ultra-financier qui est une mutation cancérigène du capitalisme, donc il y a plusieurs formes, et qui voit un capitalisme, on va dire, sénile, à l'heure où je vous parle, puisque à la base, le système capitaliste, qui était un système économique destiné à servir les humains et créé par les humains, est devenu le maître des humains qui les a servis. Et on va voir aussi, tout au long de ces vidéos, de celle-ci et de la prochaine, l'emprise progressive et politique de différents corps. On a vu jusque-là un système féodal qui profite de l'affaiblissement royal de la fin de la dynastie des Carolingiens pour prendre le pouvoir, et plutôt pour le dissoudre, puisque c'est plusieurs seigneurs, plusieurs pouvoirs qui s'entendent. On a vu cette restauration avec le Moyen-Âge, et l'autorité royale qui revient, une autorité forte, basée sur le droit, mais surtout sur la force. C'est toujours comme ça, c'est la force qui permet le droit. Cette autorité royale va coiffer les seigneurs, on voit une reconstitution du pouvoir temporel. On va voir là aujourd'hui, enfin on va succinctement, et d'ailleurs j'en parle là, on va voir que c'est autour de l'Église de se diviser une nouvelle fois, après le schisme qui a divisé au XIIIe siècle, il me semble, les orthodoxes des chrétiens occidentaux, on va dire ça comme ça, parce qu'orthodoxe c'est aussi chrétien, ça veut juste dire les chrétiens qui respectent la tradition orthodoxe, je crois que c'est lié à la droiture. Là, on va voir l'Église qui va s'affaiblir. Ça tombe bien parce que l'Église, c'est le prochain adversaire politique du roi. On a vu, durant le Moyen-Âge, on l'a évoqué rapidement, que le commerce était essentiellement fluvial et maritime. Le commerce terrestre était compliqué, en raison de l'insécurité, de l'absence de stabilité, sur tous les plans, politiques et autres, en raison aussi très simplement de monnaie, pour des raisons de pauvreté, mais pour aussi des raisons de change. Il n'y a pas de marché à l'époque, il n'y a pas une seule monnaie, il n'y a pas l'euro. Tu changeais de région, tu avais autre chose. Tu pouvais d'ailleurs pas, la plupart du temps les gens étaient des serfs attachés à leur terre, comme on l'a vu dans le droit féodal. Donc, on va surtout parler du commerce maritime, puisque c'est ce commerce-là qui fera que l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui, qui fera sa prospérité. L'Europe a fondé sa prospérité, notamment, le notamment est important, sur la thalasso-économie. Donc jusque-là, on va voir surtout beaucoup de cabotage et de navigation au ciel. Ce qui veut dire que par exemple, durant toute une partie de l'année, la navigation est impossible parce qu'on ne voit pas le ciel, on ne voit pas les étoiles, on ne peut pas. Mais progressivement, et c'est ça aussi qui est marrant, on voit arriver certaines découvertes, qui arrivent d'ailleurs, et on se les approprie en matière de navigation. On voit arriver la poudre. On voit arriver, alors c'est pas en matière de navigation, mais vous verrez que ça a son intérêt. Quand tu as un bateau, t'as pas de militaire, t'as pas de fusil, t'as pas la prédominance militaire, t'explores rien, tu conquiers rien et il n'y a pas d'histoire. Donc la poudre est importante puisque au XVe siècle, on verra les premières armes portatives, arquebuses. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement d'ensemble où il y a la nécessité qui impulse sur le scientifique, qui impulse sur le technologique, qui impulse sur le reste. C'est des blocs qui interagissent entre eux, qui se créent et qui interagissent ensuite en parallèle. Je vous ferai un schéma au montage. Vous verrez, c'est intéressant de voir les mouvements d'ensemble et les structures. Il faut toujours avoir une vision géométrique de l'histoire. On comprend beaucoup mieux. Le gouvernail, la boussole, c'est pas européen. On trouve ça dans le monde arabe, on trouve ça en Chine. L'imprimerie, c'est pareil, on trouve ça chez les Mongols. Les premières traces d'imprimerie, je crois que c'est chez les Mongols. La poudre, c'est en Chine. Le compas de navigation en 1269, l'astrolabe qui permet une navigation célestielle, comme on dit, avec les étoiles, tout ceci. Mais
C'est peut-être pas des inventions européennes, mais l'Européen, lui, rationalise, optimise. Là on est à un point où l'Europe n'est pas plus forte que la Chine, n'est pas plus forte que les autres mondes qu'elle ne connaît pas, hein. Elle ne connaît pas encore l'Amérique, elle connaît très très mal l'Afrique, elle connaît certaines de ses côtes. On voit les premiers grands explorateurs portugais, d'abord, explorer. Pourquoi ils peuvent explorer? Parce qu'on crée la caravelle. La caravelle, c'est un bateau avec des voiles carrées latines, dites latines, des voiles triangulaires, et un système de voiles qui permet de naviguer même lorsqu'il n'y a pas de mer, même par vent contraire, en haute mer, avec un fond plat. Voilà. On a les caravelles et on a les caraches. Les caraches transportent, font du cabotage pour le commerce. Les caravelles transportent moins, elles sont faites pour l'exploration en haute mer. Les Portugais en profitent. C'est parti. On a Vasco de Gama qui va atteindre l'Inde à la fin du siècle, qui ramènera de la cannelle. Tout interagit, puisqu'on va voir que c'est la nécessité qui va pousser à tout ça. Finalement, c'est la nécessité qui va pousser au capitalisme tel qu'on le connaît, et même au micro et à l'ordinateur qui me permet de tourner la vidéo. Parce que sinon, on aurait connu un autre monde. C'est de ça dont je vais vous parler, à travers cette histoire du capitalisme naissant. L'Européen, il ne crée pas tout, mais il a le nez pour savoir que la poudre, ça va donner des armées modernes. Que la poudre et la chimie, ça peut donner aussi de la sidérurgie. Enfin, si on maîtrise, vous m'avez compris. Que le gouvernail et la boussole, ça pouvait donner des bateaux qui pouvaient aller très loin, chercher des richesses, et dominer les mers, et ensuite dominer les terres qu'il y a derrière les mers. C'est lui qui comprend qu'avec ceci, on peut faire cela, et avec ceci plus cela, ça donne ceci, et ainsi de suite. Et c'est exponentiel. Et c'est ainsi. Pendant 3 siècles, on va voir que des découvertes en amènent d'autres, et ainsi de suite. C'est d'abord la science. C'est l'époque de Blaise Pascal, de René Descartes, de Newton, de Leibniz, de tout un tas de gens qui vont s'intéresser à l'horlogerie, par exemple. L'horlogerie, ça amènera l'automatisation. C'est un peu comme dans le jeu Civilisation. Une découverte en amène une autre, et plus il y a de découvertes, plus c'est exponentiel. C'est ça qu'on va voir. Et ceci permettra le reste. Et si tu n'as pas de bateau, tu ne te déplaces pas. Tu vas pas chercher d'autres richesses, tu vas pas voir d'autres gens, tu vas pas voir d'autres terres, tu crées pas d'autres marchés, tu fais rien. 14e, 15e, 16e siècle, les progrès en matière de navires permettront ce qu'on appellera les grandes découvertes. Et on entre dans l'époque moderne. Le système féodal, quant à lui, qui est un système politique qui ne décline pas, mais il est juste coiffé par l'autorité royale. Et il reste surtout les droits seigneuriaux qui seront abolis le 4 août 1789. Les droits seigneuriaux qui vont permettre à la noblesse d'épée de vivoter quelques siècles et de perdre du terrain. Parce que ce qu'on voit aussi, je vous ai dit, il y a plusieurs mouvements, des mouvements qui s'opposent, des mouvements d'unification, des mouvements de dissolution. On va voir que ce qui est apparu, dans un premier temps, les 3 ordres, à savoir une noblesse d'épée, des chevaliers, des guerriers, des seigneurs qui protègent, un tiers-état, essentiellement des serfs et des hommes libres, les serfs étant attachés à la terre, et le 3e ordre, l'ordre ecclésiastique. Là, on va commencer à voir au sein de l'Église des divisions, et on va commencer avec les guerres de religion notamment, qui verront les catholiques se séparer des protestants, ou l'inverse. Ça a son rôle, puisque les protestants, après l'édit de Nantes par exemple, sous Louis XIV, iront faire la prospérité de Londres, d'Anvers et d'Amsterdam, et ça va donner un coup de fouet. Ils se sont tous barrés des pays du Sud, on les empêchait d'exercer leur religion. Ils sont montés dans le Nord, ça fait la prospérité de Londres au XVIIIe, XIXe siècle. Les Huguenots qui montent, tout ça, voilà, ils sont partis avec leur argent. Donc il y a des régions entières qui se sont vidées de richesse, et c'est les commerçants qui font la richesse d'un pays. Les commerçants et les financiers qu'on va voir apparaître un peu plus tard, puisque l'activité bancaire va commencer à exister réellement, hein. L'activité bancaire a toujours existé, mais l'activité bancaire telle qu'on la connaît va commencer à exister réellement. On va voir les outils se faire. Jusque-là, on en est juste on a la lettre de change et on a 3 boussoles. On va voir apparaître, au sein du tiers-état, on va voir apparaître la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie, on verra surtout des commerçants, armateurs, etc., fret, tout ça, d'un côté, et des financiers de l'autre côté, à savoir des assureurs et des prêteurs d'argent. Vous voyez, ça commence à se mettre en place, et puis chacun va trouver des outils. Et puis il faut des lois, et puis il faut de la sécurité, il faut des militaires, il faut des scientifiques. Si tu veux, c'est plein d'histoires d'hommes, des explorateurs, des scientifiques. Les vaccins, c'est important, hein, les vaccins sont importants si tu veux aller aux colonies. Des militaires. C'est l'histoire de plein d'hommes qui font l'histoire de l'homme, de l'humanité, à travers l'histoire du capitalisme. Là, il y a tout qui interagit. Tout. Le sociétal, le scientifique. La chimie fait la sidérurgie fait l'acier, qui fait tes boîtes de conserve, qui fait ton mode de vie. Parce que boîte de conserve, c'est pas seulement de la bouffe dedans. Tu comprends ?
XVe siècle, c'est le dernier siècle du Moyen-Âge. La Renaissance italienne commence avec les guerres d'Italie à s'étendre aux autres pays européens. Renaissance italienne amènera, préparera les gens au siècle des Lumières en France, par exemple, aux idées. Qui dit siècle des Lumières en France dit siècle des Lumières européens, aux idées nouvelles, à la laïcité. L'Église qui se divise en deux va affronter ensuite la laïcité. Et le roi affrontera les républicains dans beaucoup de pays. Vous voyez des mouvements de transformation comme ça, opposition-transformation. Mais il restera du roi ou d'un président, il restera l'autorité royale qui est établie. Quant à l'Église, elle perdra du terrain jusqu'à aujourd'hui où elle est quasiment, c'est limite une association, quoi. Enfin, je dis ça, non, c'est vrai, quoi. Je veux dire, elle n'a plus de pouvoir du tout, alors que là, à l'heure où je vous parle, au XVe siècle, c'était elle qui faisait les rois et les empereurs. Le XVe siècle, c'est la fin du Moyen Âge parce que c'est la chute de Constantinople. La chute de Constantinople, les Turcs sont à leur apogée, les routes de l'Est sont barrées. L'Europe est un petit continent, il y a plein de peuples, ça se bagarre, c'est la misère, tout le monde est en concurrence, c'est la nécessité qui fera que l'Européen se bougera le cul. Il vit pas au paradis, il a dû tout construire. Il s'est construit un paradis, lui. Quand je dis lui, je vise personne. On fait de la socio. Enfin, on fait de l'éco, là. La chute de Constantinople, c'est les routes de l'Est barrées, les routes de l'Inde. Avec qui commerce? Pas de commerce, Yachi. Et c'est simple, hein. Si tu veux prospérer, c'est soit tu fais la guerre, tu piques aux autres, c'est un jeu à somme nulle, puis ça finit par se retourner contre toi. Et au bout d'un moment, ils se liquent tous, hein. Demande à Napoléon. Et ils finissent par te faire la peau, aussi bon que tu sois. Et après, tu payes pendant des années, des années, des années. Demande à Napoléon. Et oui, demande à Napoléon et à Louis XIV, hein, leur petite décennie de grandeur. Enfin, Louis XIV, c'était un peu plus quand même, c'est 73 ans de règne, il me semble. Non, 54 ans, il me semble, de règne, je dis des bêtises. Mais leur petite épopée, pendant 2 rois après, on l'a payé, quoi. Soit tu crées une économie. L'économie féodale, c'est pas possible, hein, on a bien vu, hein, c'était des gens qui bougent pas de chez eux et qui vont jamais à plus de 30 km à la ronde et qui travaillent pour un autre type. Bon, c'est un peu le salariat, hein, maintenant. Le serf, c'est le salarié de maintenant, hein. Enfin, avec un peu plus de droits maintenant, hein. Si tu peux plus faire la guerre parce que tu es fatigué de la faire, tu sors de la guerre 30 ans, tu fais comment? Tu essayes de trouver des partenaires commerciaux. Mais t'as pas le transport. Et puis manque de bol, les routes de la soie, hein, pour aller refaire comme Marco Polo et les ouvriers, il y a les Turcs au milieu, il y a les musulmans, qui sont la civilisation concurrente. 15e siècle, c'est la chute de Grenade aussi, c'est marrant, c'est la chute de Constantinople et la chute de Grenade. L'Europe devient totalement chrétienne. Ils ont repoussé les Sarrasins, les morts, les musulmans de l'autre côté. Voilà, tout est fixé, tout est gelé. Comment on fait? C'est là où on décide de faire des grandes expéditions, mais à l'ouest, ouvrir les routes des Indes à l'ouest. Alors, je pense pas qu'à l'époque, les gens, surtout à ce niveau-là, soient cons. S'ils décident d'ouvrir les routes à mi-Platouze, s'ils décident de... Non, mais il va y en avoir à un moment donné, hein. S'ils décident d'ouvrir les routes pour aller en Inde, mais vers l'ouest, ça suppose qu'ils savaient que la Terre était sphérique. Parce qu'à l'époque, tout le monde savait que la Terre était sphérique chez les lettrés. Il fallait juste pas trop en parler, c'est ce que demandait l'Église. Mais tout le monde le savait, tout le monde le subodorait, on le sait depuis les Grecs. Donc on envoie des grandes expéditions, notamment Christophe Colomb. Les caravelles apparaissent au début du siècle. La Pinta, la Niña sont des caravelles. La Santa Maria reste une nef, une carache encore. Carache, c'est les bateaux qui restent du Moyen-Âge. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements en matière de bateaux. Le 15e siècle, donc c'est le début des grandes explorations qui vont tout bouleverser. Grandes explorations qui ont été amenées par la nécessité, qui ont été permises par la science et les découvertes en matière de transport notamment. Début des grandes explorations avec des caravelles portugaises qui vont remplacer les caraches petit à petit, qui sont adaptées à ça. Après, je peux t'en donner plein d'exemples, hein. Tu vois, par exemple, regarde, 1423, c'est l'horloge astronomique qui est créée. L'horloge, tu dis, je m'en fous. L'horloge, ça va être les automatismes. Les automatismes, ce sera les machines à outils, ça sera l'informatique à la fin. Chacun amène un truc. L'horloge, c'est la division du travail, c'est Ford, c'est le travail, c'est la révolution industrielle, c'est le système dans lequel on vit aujourd'hui. Tout est basé sur l'horaire. 1474, c'est le premier haut fourneau à Nassau. Un haut fourneau, tu fais de la sidérurgie, tu fais de l'acier, fonte, tungstène, hein, c'est notre mode de vie. Les ampoules, c'est du tungstène. Les boîtes de conserve, c'est de l'acier. L'aluminium, etc., etc. J'ai pas dit qu'on faisait de l'aluminium dans des hauts fourneaux, je dis, tu vois, je te donne le sens des choses. On commence à poser des briques, là, c'est un corps qui se construit, l'imprimerie. Quant à la poudre, tu as le transport. Parce que tu vas voir que c'est ces domaines-là qui vont jouer. C'est transport, militaire, temps, nécessité.
C'est ça qui va préparer le reste. Et quand tu as l'imprimerie, tu diffuses les idées, tu travailles. Les scientifiques peuvent échanger entre eux. Tu peux faire des livres de classe. Les gens, il y a plus de gens qui ont accès au savoir, il y a plus de culture, il y a plus de savants, il y a plus de découvertes, il y a plus de tout. Même au niveau des idées, on est mieux préparé. On peut combattre l'Église parce qu'on a de nouvelles idées. Hein. J'ai pas dit que combattre l'Église était intelligent ou pas intelligent, on est d'accord, etc., etc. L'imprimerie amènera les idées qui permettront les changements sociaux. Toujours pareil, hein, un porteur, une information. Le militaire permettra les grandes explorations, la colonisation, l'appropriation, la création et l'appropriation, enfin bref, d'un marché. Tout est prêt pour les grandes découvertes. Ces grandes découvertes, donc, elles vont commencer à se faire à partir du XVe siècle. Hein, c'est le dernier siècle du Moyen Âge. Et c'est à partir de là que l'Europe va commencer petit à petit à la pédale, comme un cycliste en côte. Hein, petit peloton, et tout à la pédale, tout au rythme, et il prend petit à petit l'ascendant, il prend 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ainsi de suite, jusqu'à pour devenir aujourd'hui. Aujourd'hui, cette avance est perdue depuis, on va dire, 30-40 ans, parce qu'il y a beaucoup de pays dits du tiers-monde avant qui ont récupéré cette avance, mais elle est encore là. L'Europe domine encore, intellectuellement, sur tout un tas de gens. Alors on va me dire la Chine c'est juste économique. Hein. Leur mode de vie, leur savoir, ils achètent des châteaux. Hein. C'est pas toi qui vas acheter des trucs en Chine, c'est eux qui viennent acheter des châteaux et des vins. Et des bouquins et de l'histoire. Pourtant, ils en ont une histoire, une belle histoire en plus, hein, une grande histoire. C'est parce qu'ils sont curieux et ouverts hein, aussi. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils n'ont pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils suivent un autre mode de vie. Cette prospérité-là, oui, il a fallu des inventions, mais pour ça, il a fallu préparer. Je veux dire, il n'y a rien sans rien. C'est pas un jour un mec qui trouve un truc et hop, on a gagné. C'est tout un mouvement d'ensemble qui entraîne plein de blocs, qui interagissent entre eux. Des blocs qui créent d'autres blocs, qui se mettent à côté et ça agit en parallèle. Les grandes découvertes vont être un moteur, un amplificateur, dont nous vivons encore aujourd'hui les effets. On va voir qu'un truc en amène un autre, tout interagit et que c'est exponentiel. On va avoir une construction de cause à effet. Il faut ça pour faire ça, il faut un marché pour, il faut trouver la route de l'Est pour, ainsi de suite, et petit à petit, et bien à la fin ça donne les USA. À la base, ils ne prévoyaient pas de créer les USA. C'est une construction de cause à effet. Mais et qui possède des structures, on le voit, des structures, et puis les oppositions classiques, une alternance, une opposition avec une synthèse à la fin, des mutations, des disparitions brusques, etc. Mais on voit un processus, une programmation. C'est à partir de là que se construit le capitalisme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des pans de tout, des pans d'explorateurs, des découvertes scientifiques qui deviennent technologiques. Et oui, quand tu découvres, je sais pas, quand Kepler étudie les trajectoires, c'est pour étudier les trajectoires de boulets de canon qui vont te donner une prédominance, qui vont te permettre, etc., etc. Je te la fais rapide. La science appliquée devient de la technologie, et ensuite c'est les techniciens, les ingénieurs qui bricolent, qui trouvent ça, qui trouvent tel métal, ah on n'a pas encore ça, et puis d'un coup il y a une arrivée, on trouve tel ou tel métal, telle ou telle matière, telle ou telle technique, on l'adapte, et ainsi de suite, et ça marche comme ça. Le processus d'amélioration continue de la technique des bateaux durant 3 siècles, donc voit arriver la caravelle, puis le galion ensuite, très vite. Hein. On verra qu'après ils vont pas mettre 40 000 ans. Le galion pour escorter la caravelle. Il y a un souci. C'est pour ça que ce capitalisme n'a pas encore les outils et ne sera pas encore la révolution industrielle. Il y a 2 soucis. Il y en a un, c'est simple, c'est l'énergie. Jusque-là, c'est l'énergie qui va faire défaut. C'est comme ton calcium, hein, si tu veux que ton corps grossisse. Enfin là, c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est pas seulement une matière première. L'énergie, pour l'instant, c'est la voile et c'est l'esclave. En 1500, il y a 460 millions d'habitants. En 1800, ils seront 1 milliard. Bon, on est 7 milliards maintenant. Il y a une démographie qui est peut-être galopante dans le monde, quoique, parce que là, c'est du 2 fois, en 3 siècles. Mais en Europe, c'est des guerres, c'est des famines, c'est des petits hivers glaciaires, c'est des refroidissements, c'est des épisodies. Rien qu'en France, au 18e, il y en a eu 16, je crois. Non, pas au 18e, excuse-moi, au 15e. La guerre de 30 ans qui va être meurtrière, qui va ravager l'Europe. C'est, je crois, 2% de la population européenne ou quelque chose comme ça. C'est énorme. La guerre de 7 ans qui va se faire un peu partout. C'est une des premières guerres mondiales. Elle va se faire partout. Elle va se faire en Inde, elle va se faire aux USA. Enfin, ce qui sera les USA. Le contexte politique, il est simple. Hein.
Donc le roi vient de bouffer les seigneurs et il voit l'Église qui commence à se diviser, hein, l'Église qui sera son futur adversaire politique. On va voir les guerres de religion en France en 1562 jusqu'à 1598. C'est Henri IV qui va calmer le jeu. Louis XIV reprendra ensuite et fera en sorte de ralentir le développement, en tout cas du capitalisme en France, hein, puis ce sera un capitalisme d'État. Le gaullisme, le tiers-État, en fait c'est Colbert. Hein. C'est une forme de capitalisme, hein. On en parle après. Le contexte il est simple, le Portugal et l'Espagne dominent les mers. Ils se partagent le monde. Il y a un partage célèbre avec un pape au milieu. Hop. Ils se partagent l'Est, l'Ouest. À toi les Amériques, à moi les Indes. C'est marrant. Dès qu'ils comprennent que les Amériques ne sont pas les Indes. Amérique et Antilles, parce que Colomb est arrivé aux Antilles. Hein. C'est eux qui dominent et très vite c'est l'Espagne. Transport plus militaire égale découverte plus cartographie. Cartographie qui a été... c'est Mercator arrive. Hein. Cartographie qui a été une activité militaire et très sensible hein, pendant très longtemps d'ailleurs, hein, jusqu'au XXe siècle. Et les idées de l'autre côté qui sont diffusées par l'imprimerie, eh ben, qu'ils les transportent. En fait c'est une histoire de transport, hein. C'est une histoire d'échange toujours, de liaison. C'est une histoire de mouvement, c'est une histoire de vie, tout simplement. C'est une société qui redémarre, qui était figée plus ou moins, hein, même si ça bouillonnait, hein, ça maturait hein, au Moyen-Âge. C'est pas non plus ce qu'on vous montre à la télé. Hein. Le transport maritime permet des ouvertures, l'imprimerie permet de transporter les idées, permet d'autres ouvertures. Encore une fois, on retrouve hein, d'un côté le matériel, de l'autre côté l'abstrait, le concret, l'abstrait, les idées, ce qui permet. Mais il manque l'énergie, parce que quand tu prends des bateaux avec des voiles, c'est bien, ça va bien, mais bon, bah, tu peux pas développer ton commerce plus que ça à un moment donné. Bref. C'est une histoire de transport, de militaire. On a, voilà, donc stabilité, sécurité, science, technologie. La stabilité amène la sécurité bah, permet des développements. Hein. Les gens, quand ils sont pas là à se protéger ou à se cacher dans des grottes ou au fin fond des forêts, t'en as certains qui étudient, t'en as certains qui trouvent, t'en as certains qui réfléchissent, etc. etc. L'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle. 3 siècles qui vont construire le capitalisme. Voilà, donc quand on te dit le capitalisme est apparu avec la révolution industrielle, c'est comme tout, je te dis, il y a plein de trucs qu'on nous dit et quand tu réfléchis, tu aperçois que c'est l'inverse. Rappelle-toi Karpov-Kasparov, la fausse opposition. Bah, on te dit là, les chats, le lait. Non, les chats, normalement, ils ne boivent pas de lait. Ah, des lieux communs, comme on dit. Et des trucs complètement faux. Le capitalisme, c'est là où il se construit. C'est un capitalisme adolescent qui pourra, comme je te l'ai dit, grandir qu'avec les outils qu'il construira au fur et à mesure. Outils juridiques, outils bancaires, outils économiques, outils technologiques, qui impliqueront ensuite des aménagements sociétaux. On le verra avec la révolution industrielle ou même légèrement avant, ben, l'exode rural, c'est la première immigration dans les villes. Ben, ça va bouleverser les villes, ça va bouleverser les sociétés. C'est un capitalisme qui fera interagir toutes les disciplines, toutes les strates sociales, tous les corps de métier. C'est quelque chose de complet là, hein. On ne parle pas de... Ce capitalisme, il n'est pas industriel pour l'instant, parce qu'il manque l'énergie. Et il manque les progrès technologiques qui permettent l'industrialisation, la massification. C'est un capitalisme mercantile, c'est un capitalisme de bourgeois commerçants, de bourgeois armateurs. Et on voit petit à petit apparaître des prêteurs, des financiers. Après la noblesse d'épée et les deux ordres qui se font, comme je vous l'ai dit, on voit au sein du tiers-état apparaître une sous-classe, la bourgeoisie, qui elle-même voit apparaître le financier d'un côté, le commerçant de l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Commerçant sans argent, sans bourse, sans banque, ne peut pas entreprendre, n'a pas les reins assez solides pour trouver des capitaux, et les autres ne peuvent pas prêter s'il n'y a pas de commerce. C'est les deux facettes d'une même pièce. L'Europe va fonder sa prospérité sur une thalassocratie. Le XVIe siècle, donc c'est la colonisation. Alors aussi, c'est intéressant de voir que c'est d'abord la colonisation de l'Amérique du Sud, puis de l'Amérique du Nord. On ne s'intéressera à l'Afrique vraiment qu'au XIXe siècle, en fait. Alors que c'est à côté. Jusque-là, on s'intéressait juste aux côtes et aux esclaves. On va en parler. Et l'Asie viendra après. C'est l'Amérique d'abord qui a été colonisée. Et il y a plusieurs types de colonisation, ça va se faire lentement, ce que je vais vous dire là. Bon, les Espagnols, c'est simple, hein, c'est l'or, le tabac, des richesses. C'est l'Eldorado. L'or qui arrive en Europe, c'est quoi? C'est un accroissement de richesses qui arrive en Europe. Ça veut dire qu'en Europe, il y a plein d'opportunités. Quand tu as un accroissement de richesses, tu as des fortunes qui se font. Il y a le ruissellement. Je te prends un exemple. Quand tu as des foires, des marchés, tu as des bars. Tu as des gens qui viennent vendre à la sauvette. Tu as des gens qui viennent vendre leurs grains. Tu as tout un tas de gens qui en profitent. Ça crée une économie locale. Cet argent-là, il circule, il est dépensé. Il est dépensé, tu as d'autres gens qui... Tu as des mecs qui viennent te vendre du thé. Regarde un peu les villes du Moyen-Âge. Voilà. Là, c'est pareil.
T'as des armateurs, bah, t'as des gens qui construisent des bateaux, t'as des ouvriers, ça embauche, etc., etc. Cet or-là amène aussi la hausse des prix. Les gens sont un peu plus riches. Il y a plus de gens qui peuvent s'insérer dans les circuits économiques. Voilà, t'as un marché, regarde, simple, hein, t'as un marché, t'as des gens, ils vendent, t'as un gosse, il passe avec une carriole, il s'est inséré dans le circuit économique, il passe avec une carriole, il vend des thés à 1 euro. Il se crée son boulot, il rentre dans le circuit. Et voilà, il se dit que là, peut-être que des gens voudront boire un thé, qu'au lieu d'aller le faire chez eux, c'est plus pratique de donner 1 euro et de le boire, voilà. C'est ça, hein, c'est comme ça. Et l'or amène l'inflation. Or, je t'ai dit que la noblesse n'a pas le droit de travailler. Tu le savais pas? La noblesse n'a pas le droit de travailler. C'est l'arrivée de cet or qui provoquera la Révolution française. Vite fait, bien fait, il n'y a pas que ça, mais c'est cette arrivée-là. C'est tout ce mouvement-là qui provoquera l'arrivée, grâce aux idées. Les gens en Gomberger, ils ont vécu différemment, ils se sont dit finalement les nobles servent à rien. Les nobles ne peuvent pas travailler. Les nobles ont des droits seigneuriaux sur des terres. Ces droits augmentent très très peu. De l'autre côté, on voit des commerçants faire des fortunes. Ils sont bien plus riches que ces nobles. Et ils sont bloqués. Ces commerçants-là, eux, profitent de l'inflation. Ils s'en foutent, c'est eux qui la font, l'inflation. C'est le volume d'activité, c'est de la bonne inflation. Les prix montent parce qu'il y a beaucoup de richesses qui arrivent. Là où avant tu vendais à 1, tu peux vendre à 10 maintenant. Tout le monde a 20 dans la poche. Ça se fait mécaniquement, c'est maintenant avec le marché que nous avons. Le marché, c'est nous, c'est des milliards de petites mains. Donc c'est important de comprendre, hein. Les mécanismes économiques, l'inflation apparaît en Europe avec l'or. Les Portugais disparaissent petit à petit, par contre absorbés par les Espagnols qui sont là c'est leur âge d'or, c'est la première puissance du monde, elle va se battre sur 7 fronts, elle va être sur plusieurs continents, sur tous les continents. L'Espagne pendant 2 siècles c'est les barbeaux. Et ils pratiquent donc un type de colonisation, on l'a vu en Amérique du Sud, bon on ne reviendra pas dessus, hein, à base de maladies et de papa, et puis ça fait des millions de morts quand même, hein. On peut parler quand même d'un génocide, pas forcément provoqué, attention, attention. Les maladies ont provoqué beaucoup. Mais il y a eu un génocide qui n'a pas été. Voilà, ils sont venus avec des maladies pas du Moyen-Âge d'Europe. Et les autres ne les connaissaient pas. Voilà. Après, ils ont profité des divisions. Ça, on va en parler. On va en parler. De la colonisation et du commerce triangulaire, on va en parler là. On va évoquer ça. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Oui, ceux qui arrivent ensuite. Parce que très vite, après Rocroi, après la bataille de Dunkerque, la France va prendre le pas avec Louis XIV sur l'Espagne, et les Anglais aussi, et les Hollandais aussi. C'est les 3 autres larrons qui arrivent, chacun colonise à sa manière. Les Anglais mettent des colonies de peuplement, créent des comptoirs, font du business. Les Hollandais font du business uniquement de matières premières. Les Français font un peu des deux, mais n'ont pas assez d'hommes pour aller. C'est la Louisiane, on n'a jamais eu assez de personnes pour y aller et la coloniser. Et la Louisiane, c'est un tiers des USA, c'est pas la Louisiane d'aujourd'hui, par exemple. On voit des colonisations arriver, mais ça sera pour le 17e surtout, hein. Même si Jacques Cartier, il est déjà au Canada. Il est à Radio-Québec, là, Jacques Cartier. 1500 quelque chose, il y avait déjà Radio-Québec, il était là-bas. Champlain va arriver au Canada, tout ça. Voilà. Le Canada, voilà, c'est à ce moment-là qu'il commence à se faire. Après, ils l'ont oublié, c'est dommage, mais bon, bref. Ça colonise. Pour l'instant, on est au stade exploratoire, militaire, j'arrive, tu me donnes du tabac, je te mets à l'amende, vous faites la fête, je montre que j'ai des fusils, de temps en temps j'abats un ou deux entre guillemets sauvages, etc. Bon, sauf en Amérique du Sud où là, c'est quand même des pillards et des barbares qui sont allés. C'est simple, hein, la colonisation, c'est pas une histoire de les méchants, les blancs, machin. La colonisation, c'est un mouvement de l'histoire qui fait que tu as des gens plus forts que les autres qui s'en rendent compte, qui ont des nécessités et qui sont en concurrence les uns avec les autres et qui vont chercher là où c'est le plus fort. Les Européens ont commencé à coloniser en Europe. Tout le monde colonise autour et grandit. Rome, c'est ni plus ni moins que de la colonisation. Donc ce qui s'est passé là, c'est un mouvement naturel lié à des circonstances, à des nécessités. C'était marche ou crève. C'était mes populations, il faut que je leur trouve des débouchés. Voilà. Déjà, non, mais pour dépassionner le débat. Ensuite, tout ça, ça fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Sinon, ça aurait été une autre histoire et t'existerais peut-être même pas. C'est des mouvements de l'histoire. Donc oui, ça a colonisé, ça aurait pu être avant les Européens qui a colonisé. Voilà, tout le monde a colonisé. J'avais envie de le préciser. C'est ce qui fait notre prospérité à tous aujourd'hui, hein. Sinon, tu balances ton ordinateur, tu vas en Amérique du Sud vivre dans la jungle et voilà. Non mais si, tu peux pas tout avoir et critiquer. C'est fait en plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut dépassionner les débats. C'est comme ça. Dès que des gens
sont en retard technologiquement sur d'autres, les autres arrivent. En plus, il n'y a pas que des effets négatifs. Il y a des effets négatifs, attention, mais ensuite, là, on en bénéficie aussi des effets positifs du capitalisme. Lorsqu'on parle de capitalisme, il faut arrêter toujours d'imaginer le capitalisme qui tue le travail, qui affame. On peut parler de l'entrepreneuriat qui a fait que nous avons... le capitalisme a fait avancer même la science, la recherche appliquée, etc., qui a amélioré notre mode de vie. À tous dans le monde entier, hein, qui n'a pas un portable, qui n'a pas été vacciné, qui n'a pas bouffé une conserve, qui n'a pas pris l'avion ou une voiture, qui n'a pas bénéficié. Après, bien sûr que il est imparfait, que le capitalisme actuel est sénile et malade, puisqu'il tue des gens. Et c'est pour ça qu'on a une mutation cancérigène d'une maladie, ce qui est devenu une maladie, un cancer, le capitalisme actuel, un certain capitalisme actuel, qui tue la richesse, qui crée de la valeur, qui n'est pas adossée à de la richesse, et qui tue les gens, les exploite et les domine. C'est devenu un monstre. Mais là, alors où je te parle, c'était ça ou rien. Donc ils arrivent quelque part, les mecs ils sont à poil, excuse-moi de parler schématiquement comme ça, t'arrives quelque part, ils ont des lances, ils sont à poil, toi t'as un filou, ils ont de l'or, ils ont tout ce qui te manque, ils sont un peu concons. En tout cas t'arrives à les feinter, bah ouais, c'est toi ou ça va être les Français, ou ça va être, voilà. En Amérique du Sud, c'est une bande de bandits qui est arrivée, ça aurait pu être une autre bande de bandits anglais, hollandais, ce que tu veux, même arabes. Hein. S'ils avaient eu les embarcations, si le monde arabe qui commence son déclin d'ailleurs, le monde musulman commence son déclin à cette époque-là. Et puisqu'il se tourne, il fait dos à la mer, et il reste sur les terres. Et il reste là, en disant je barre la route de l'Inde. Mais il n'a pas su aller plus loin alors qu'il pouvait. Vous voyez, on a le parallèle là, entre des nécessités et des gens qui ont compris qu'il y a un état d'esprit et un autre état d'esprit. Deux choix qui ont entraîné un endormissement de quasiment 500 ans. Le réveil se fait là, hein, mais à l'échelle de l'histoire, le réveil des pays arabes et du monde musulman, il est en train de se faire depuis 50 ans. Donc c'est rien, c'est une seconde. Hein. On parle d'histoire longue. Mais deux mauvais choix. Le choix de la mer, le choix des terres. Le choix des terres et du conservatisme a donné des pays en retard, quelquefois d'un siècle, hein, sur certains points. Et de l'autre côté, a donné des gens qui ont pris le pas. Et oui, on parle d'histoire. D'histoire du capitalisme, certes, mais d'histoire. La colonisation des colonies a permis l'arrivée de richesses d'or. Comment ça s'est fait? Le commerce triangulaire. Oui, c'est un commerce de fils de pute. Même à l'époque, c'était un commerce de fils de pute. C'est clair. Et même à l'époque, je comprends pas que. Parce que en face de toi, t'as un humain. Alors je sais, tu l'as jamais vu, tout ça, mais au bout d'un moment, tu sais que t'as un humain. Mais c'est un commerce de tous les fils de pute. Et là, encore une fois, on va dépassionner. Le commerce triangulaire, sur 3 siècles, c'est 100 millions d'esclaves. 100 millions, hein. C'est pas 12 personnes, c'est 100 millions d'esclaves. 60 millions aux Amériques et aux Antilles par les Occidentaux, 40 millions par les musulmans. Hein. Voilà, donc tout le monde y a participé. Et les chefs de tribus qui balançaient, voilà, des Africains, des Européens, et des musulmans. Tout le monde en a profité. Pareil, l'Europe n'est pas le seul continent c'est pas les Européens qui ont créé l'esclavage, c'est l'homme qui a créé l'esclave. Tout le monde a esclavagisé, les Européens ont commencé par s'esclavagiser. Rome, un citoyen qui ne pouvait pas payer ses dettes, à certains moments de l'histoire, les gars, écoute, tu es esclave jusqu'à que je récupère ma dette. Tu vas travailler pour moi gratos, tu es mon esclave, tu habites là. Donc c'est un mouvement naturel. Naturel, ça veut pas dire bien, mais là on n'est pas là pour dire le bien, le mal. Je veux dire, c'est pas, je suis pas, je suis pas curé là. Je suis pas là pour te faire un serment. Ce commerce triangulaire, c'est simple. Hein. Donc, mais tu sais, on retrouve, ça n'a pas trop changé malheureusement. Enfin, peut-être que le circuit a un peu changé, mais c'est tissu, verroterie, pacotille. Désolé, c'est les termes employés. Hein, qui partent d'Europe, qui vont en Afrique, poudre. Armes à feu, éventuellement alcool, on les emmène en Afrique, on les donne à des tribus, ces tribus te donnent des esclaves qu'elles chassent, ces esclaves tu les emmènes en Amérique du Sud, tu les fais bosser dans les plantations, ou aux Antilles ou en Amérique du Nord, tu les fais bosser dans les plantations, puisque ça manque d'énergie, l'énergie c'est l'esclave et le vent. Comment tu fais tourner une économie si t'as pas l'électricité ou le charbon, la machine à vapeur? C'est ça qui va amener la révolution industrielle, c'est ça qui fera amplifier le capitalisme et qui le rendra adulte. Mais pour l'instant c'est l'esclave.
On balance de la merde, des produits manufacturés de merde, des iPhones et tout ça, on les balance en Afrique, on récupère ta force de travail, on l'amène en Amérique de faire bosser à l'usine, et là-bas on récupère les pépettes, c'est-à-dire le tabac, le chocolat, le cacao, qu'est-ce qu'il y a encore, l'or, et tout un tas de choses qu'en Europe on n'a pas. Et en parallèle, on demande à Vasco de Gama, hop, qui arrive, fin du XVIe siècle, avec de la cannelle, des épices, des produits de luxe qui arrivent d'Inde. On vient d'ouvrir une autre route vers d'autres marchés. C'est ça un marché. Un marché, c'est avant tout des liaisons, des échanges. Soit des échanges d'informations, peu importe la nature du marché, soit de l'argent, soit des produits, un marché économique. Un marché, c'est pas forcément une place de marché. Internet est un marché. Ce que je fais là, c'est quoi? Et oui, parce que l'imprimerie amène les idées seront aussi une marchandise avec le capitalisme. En faisant des vidéos YouTube, je mercantilise un savoir que je restitue, que je synthétise, je lui apporte une valeur ajoutée, certes. Voilà, c'est exactement ça. Ce qu'on fait là, c'est du capitalisme. Je vends un certain savoir et un certain travail à des gens qui ont envie de l'écouter. C'est un bien immatériel, c'est un bien réel, voilà. Le commerce triangulaire, c'est un commerce de fils de pute, c'est un commerce naturel, malheureusement. C'est ce commerce qui permettra de travailler les terres, d'extraire l'or, de faire tourner la boutique aux Amériques, ramener de l'argent avec lequel on peut acheter aux Indes, avec lequel on peut acheter des troupes, etc. L'argent qui rentre, c'est une société plus riche, c'est plus de scientifiques, plus de penseurs, plus de gens qui savent bien, plus de demandes, plus de consommation, etc. etc. Tu vois ce qui arrive pendant 3 siècles? Va voir certains films, mais je sais pas, Angélique, Marquise des Anges, c'est là où tu vois le cacao qui arrive à Paris, ils en font du chocolat, la pomme de terre, Parmentier, la pomme de terre ça te fait rire, mais ça a sauvé des millions de gens qui ont pu manger. Ça vient d'Amérique du Sud. Mais pour les ramener, il a fallu tout ça. Puis il a fallu massacrer les Incas, les qui tu veux, les Incas, les Mayas, les Papayes, les... Voilà. 3 siècles, 100 millions d'esclaves. Eh oui, l'homme est un loup pour l'homme, comme dirait Sartre. Mais tout le monde y a participé. S'il n'y avait pas eu ça, tu ne serais pas là avec ton iPhone. Ça, c'est comme les gens qui me parlent de la guerre d'Algérie. S'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie, tu ne serais pas là non plus, peut-être. Tu serais en Kabylie berger. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu serais dans une autre histoire. Alors, peut-être que tu vas me dire oui, mais j'aurais préféré, peut-être, oui. Mais rappelle-toi que tu juges dans une histoire que... Enfin bon, bref. Tu m'as compris. Euh... Le corps est en train d'installer les outils qui vont lui permettre de grandir. Le XVIe siècle, c'est aussi la création de la première bourse à Anvers. On parle des bourses financières, oui. On oublie toujours de parler des bourses de matières premières. Les matières premières, ça compte, là. Il y a quand même une partie de réel. Eh bien, la bourse de matières premières à Anvers amènera toutes les autres bourses. Bourse des capitaux, bourse de ce que tu veux, bourse des valeurs, bourse des livres. Une bourse, c'est un lieu qui met en contact, on va dire, deux types de personnes. Des personnes en demande et des personnes qui sont en offre. Voilà. J'ai besoin d'argent pour monter ma boîte ou agrandir ma boîte. J'émets des actions, j'émets ce que tu veux. C'est coté sur le marché boursier. Sur le deuxième marché, mais d'abord je les émets sur un premier marché, des gens les achètent, je récupère des capitaux propres. C'est ça à la base de la bourse. C'est pas la bourse qui est sale. C'est ce qu'on en a fait plus tard, on le verra dans la troisième vidéo avec le Big Bang boursier de 86 en Angleterre, l'ultralibéralisme, le début du cancer. La bourse des matières premières la plus importante à l'heure où je te parle, c'est celle de Chicago. C'est là où on fait, où on défait. Alors, mes patrons ne sont pas mal comprenants. Donc vous avez compris que lorsqu'on fait les prix des matières premières, on peut détruire des pays parce que ça se joue à un centime près. Et que des grandes boîtes peuvent acheter sur pied des récoltes qu'elles ne verront jamais, jouer à la baisse ou à la hausse, spéculer, s'en foutre des gens qui, eux, subissent ces prix dans ces pays-là ou ailleurs, et faire des fortunes. C'est ce qui se fait. De plus, avec les titrisations, c'est juste des titres. On verra ça dans la troisième vidéo, la dématérialisation et la titrisation de tout, des dettes, de tout. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur le XVIe siècle? Sur le XVIIe, sur le XVIIIe, sur tous les siècles. C'est à partir de là qu'on voit que que l'activité bancaire commence à s'installer aussi. L'activité bancaire qui va accompagner l'activité commerciale et l'activité économique tout court. C'est à partir de ce moment-là. C'est à partir de là qu'on va voir des familles puissantes se faire autour de rois. On va voir des pratiques. On va voir des banques qui vont prêter à des... Alors, il y a toujours une activité bancaire. Hein. Philippe le Bel avait ses Templiers. Jacques Coeur a prêté à Charles VII. Ça leur a pas profité aux deux.
Mais là, on va voir l'apparition de familles, qui existaient déjà, plus ou moins, avec les Médicis, par exemple, avec les Florentins, les Lombards, les Juifs aussi. Les trois pouvant pratiquer les activités d'usure et les activités financières tout court. Contrairement à ce qui se dit, en fait, en réalité, les Juifs prêtaient aux pauvres, les chrétiens prêtaient aux bourgeois, et les banquiers florentins et les Médicis, par exemple, prêtaient aux riches. C'était surtout ça. Hein. Euh, Aujourd'hui, on ne retient pas que les Lombards, les Florentins, les Templiers ont aussi joué pour la création de cette activité bancaire. Mais là, on va assister à des banques, notamment à Gênes, l'apparition en Italie, notamment Gênes, Venise, ville commerçante. On voit apparaître la banque au sens moderne. Une banque qui prête aux marchands, aux puissants. Là, c'est les premières activités de haute banque. À Anvers, avec la bourse, il faut une banque. 17e siècle, la banque d'Amsterdam, c'est une révolution, c'est une banque centrale. Elle va émettre des règles à toutes les banques, à toutes les activités financières de telle ou telle zone. Elle va établir des règles, elle va en faire respecter d'autres. Elle va harmoniser les monnaies, elle va harmoniser le change. Ce qui veut dire que l'argent est plus sûr, tu sais que tu peux le changer. Elle va stocker les richesses. On a créé le dépôt à vue au Moyen-Âge. Elle va permettre les échanges de richesses, elle va permettre les transferts. Les marchands n'ont plus à se balader avec l'argent et à se faire découper dans la forêt parce que le gars il a une bourse, ou deux bourses, ou un coffre. Il y a la lettre de change, il y a le billet à ordre. Ça, ce sont les outils juridiques, économico-juridiques qu'on se donne et qui existaient déjà. Hein. Ça vient des Arabes. Là, tu as l'activité bancaire telle qu'on la connaît maintenant, une activité financière. La Banque d'Angleterre en 1694, c'est le grand siècle pour l'Angleterre, c'est sa renaissance. Henri VIII au départ, Élisabeth à la fin du siècle. C'est le grand siècle artistique. C'est le siècle de Shakespeare, c'est le siècle. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que l'Angleterre commencera à être ce qu'elle est maintenant. Enfin, Londres surtout. La Banque d'Angleterre fait la même chose, mais elle permet en plus le réescompte. C'est-à-dire, si tu es une banque, si tu es un marchand, et que tu as une lettre de change, un billet à ordre, un titre de créance sur quelqu'un, tu peux le réescompter. Tu peux le proposer à ta banque contre du liquide. Ça te permet, toi, au lieu d'attendre que le type te paie, la banque te donne de l'argent, elle t'en donne un petit peu moins que la dette. C'est normal, elle se fait un petit bénéfice dessus. C'est ça, l'escompte, le réescompte. Ça se fait maintenant, c'est une activité bancaire qui permet aux commerçants de vite récupérer leur liquidité et de ne pas attendre 3 mois que les types les payent. Eh oui, le temps c'est de l'argent. Pour monter après les militaires dans les colonies, pour installer des comptoirs, pour bricoler un petit peu, il faut de l'argent. Pour affréter des bateaux, il faut de l'argent. Il faut des assureurs et il faut de l'argent. Donc, activité de prêt. Le système bancaire, il est en train de se faire. Vous voyez l'implication. On voit là l'arrivée des grandes familles. Les Rothschild, entre autres, mais pas que. On parle jamais des Médicis. Voilà. On parle jamais des banques des Templiers. Elles existent encore, les banques des Templiers. On parle jamais des familles comme Morel. On parlait toujours des Rothschild. Pourtant, c'est des familles qui sont là, c'est des familles de banquiers. Et les banquiers sont apparus. J'ai envie de dire, le pouvoir financier actuel, il est là que parce qu'on l'a laissé faire. C'est aussi ça aussi. On va attaquer des gens qui sont là, qui ont pris le monde, hein, parce que ils naissent là, c'est eux qui tiennent le monde maintenant. C'est le pouvoir financier qui tient le monde. C'est pas une religion, c'est pas un pays, c'est le pouvoir financier qui tient le monde. En tout cas, le véritable pouvoir. Il n'a pas de visage, comme dirait François Hollande. Ben, il apparaît là. Il a tous les visages. Et il apparaît parce que l'histoire avait besoin de lui. En gros, je suis en train de te dire que s'il n'y avait pas les banques au départ, il n'y avait pas la prospérité. Et c'est juste qu'elles ont muté maintenant. Donc ceux qui me disent qu'il faut faire disparaître les banques et les bourses, non. Il faut faire disparaître l'ultra-capitalisme actuel, il faut faire disparaître l'emprise, et pour ça remettre des règles et réguler ses activités. Séparer la banque de dépôt de la banque d'affaires, par exemple, ou de la banque d'investissement. C'est à partir de là où on voit justement voilà, des gens qui prêtent aux bourges. Il y a très peu de gens qui prêtent aux particuliers, il va falloir attendre très longtemps pour voir ça. Et puis le particulier ne demande pas de prêt. En tout cas, si, il demande un prêt, mais il va voir l'usurier du coin qui est juif. On leur a dit, vous ne faites que ces gens, que les petites gens. Voilà, tu fais du finaref, toi. Pas plus. Toi, Alain, tu vas faire du bourgeois de Calais. Et voilà. Et vous, les Florentins, les Lombards, tout ça, enfin tous ceux qui ont les reins solides, hein, vous ferez les gros, les États. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre en termes bancaires? En France, on a attendu 1800 pour faire la Banque de France. Toujours en retard. Pourtant, c'est une banque utile. Pendant très longtemps, elle a accueilli des comptes, certes, mais c'est une banque utile pour le réescompte, pour contrôler le circuit financier, pour rassurer, pour tenir
pour apporter une sécurité. Circuit financier qui alimente, qui fluidifie les échanges commerciaux que permet le capitalisme. En France, 1818, caisse d'épargne, livret d'épargne. Pour la première fois, les pauvres peuvent épargner en 1818. Ah, tu me diras, en 1818, je ne sais pas ce qu'ils avaient épargné après les guerres napoléoniennes. On voit apparaître le Crédit Lyonnais, etc. Mais ça, c'est pour les vidéos qui arrivent. Ce que je voulais te dire, c'est que le système bancaire donc, se fait. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? « 1595-1590, l'Atlas de Mercator. Comment il l'a fait, Mercator, son Atlas? Grâce aux grandes découvertes, aux explorateurs. Vasco de Gama, Magellan, tous ces gens font que. Il y a des cartes, on récupère des cartes, on voit les gens du coin, ils ont des cartes. Par bout de carte, on essaye d'eux. 16e siècle, progrès en métallurgie. C'est très important dans la civilisation du fer et de l'acier. 1589, l'invention du métier à tricoter les bas. Eh ouais, on va avoir plusieurs inventions de métiers à tisser, de métiers à tricoter, de métiers à filer, qui donneront très très peu de temps après les ateliers de Colbert et autres, de tissage. L'activité du tissu est une activité importante. Aujourd'hui aussi d'ailleurs, l'activité textile. Ce qui est marrant, c'est de voir que c'est surtout le transport fluvial et maritime qui... Le transport est important, hein, les liens, hein, voilà, c'est ça, c'est le boson de jauge. Hein. Transport fluvial et maritime a été important. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle qu'on verra le développement du transport ferroviaire. À partir du 20e qu'on verra véritablement un réseau routier digne de ce nom. À partir du 20e siècle on verra du fret aérien. Et puis maintenant on peut même parler d'Internet qui est une nouvelle dimension hein, pour le transport. Puisque c'est un marché, c'est plusieurs marchés. C'est un continent. Des gens sont reliés, des échanges se font, financiers, commerciaux, autres, philosophiques, humains, mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est fou quand même. Vous voyez ce mouvement toute dimension, toute liaison. Voilà, le cybernétique, à l'heure où je te parle, c'est la dernière conquête, c'est les grandes découvertes. Il reste l'espace, mais bon, c'est pas pareil l'espace. Pour créer un marché, il faut des liaisons avec d'autres êtres conscients. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, hein, t'énerve pas. On assiste à un capitalisme par tâtonnement. C'est une fusée à... C'est un processus. Non, c'est pas une fusée à 2 étages, parce que ça impliquerait qu'on perde un étage et qu'il ne reste plus qu'un étage. Là, c'est quelqu'un qui est jeune et qui va arriver à maturité, on va dire, mi-19e, jusqu'à la fin 20e. Et qui sera sénile ensuite. Hein. Il commence à être sénile déjà dans les années 80. Enfin, il commence à vieillir, et puis là, on peut dire qu'il est sénile. Juridiquement, on n'y est pas encore. Juridiquement, il faudra attendre la 3e vidéo et l'apparition de la société anonyme pour voir le véritable outil du capitalisme. La société anonyme permet de regrouper, de capter des fonds très importants, donc de créer des grosses compagnies qui ont les reins solides pour faire de gros investissements, de grands travaux, je sais pas, percer un canal, créer, je sais pas, affréter des paquebots, voilà, il faut les reins solides, donc il a fallu ça. Jusque-là, on est encore en société en commandite, les sociétés en commandite existent depuis le Moyen-Âge. En France, on va installer la société en commandite par action. Voilà, il y a un embryon de droit commercial, Colbert par exemple, avec ses ordonnances. Alors Colbert et la France, Louis XIV, le capitalisme, ça va être surtout un capitalisme d'État avec des manufactures, des ateliers qui seront regroupés et rationalisés, c'est le début des usines, et un capitalisme d'État parce que c'est l'État qui fait des grandes commandes pour stimuler ce capitalisme. À côté de ça, on crée des ordonnances sur le commerce pour permettre aux gens de commercer. Mais c'est pas ça, c'est un capitalisme dirigiste, c'est le capitalisme à la française qu'on connaît moins maintenant, mais que j'ai connu moi encore dans les années 70-80. Où l'État intervient beaucoup. À côté de ça, l'Angleterre, elle est en train de se développer. Alors l'Angleterre, ça va être 33 millions de kilomètres carrés, 500 millions de personnes. Face à la France, 10 millions de kilomètres carrés, 50 millions de personnes. Ils ont un marché, ils ont plusieurs marchés, qu'ils appelleront le Commonwealth. Ils pourront mieux se développer. Eux, c'est l'inverse, c'est le libéralisme, l'ultralibéralisme. On le verra au XVIIIe siècle, Adam Smith, Ricardo, la théorie des avantages absolus, la théorie des avantages comparés en économie. Je vous laisse aller voir, ça sert à rien de compliquer plus cette vidéo qui se veut analytique certes, mais
pas aussi fouillé. Voilà, donc c'est un capitalisme par tâtonnement où on voit s'installer les superstructures comme les différents droits, les activités bancaires, les infrastructures, les liaisons, très important, les hommes, les pratiques. Sociologiques aussi, les gens vont suivre petit à petit, ils vont aller aux colonies déjà. Technologiques, scientifiques, c'est la mise en place. 17e siècle. Alors ce que je viens de dire là, c'est valable pour les 3 siècles, ça se fait progressivement. 17e siècle, les bourgeois, c'est marrant, voilà. Trois ordres. Tiers état, noblesse et clergé. À travers le tiers état, on va voir que se créera la bourgeoisie qui se subdivisera en différentes classes, commerçants d'un côté avec les armateurs, etc., les banquiers de l'autre, les financiers de l'autre. Et bien certains bourgeois vont acquérir des titres de noblesse. Ils sont tellement puissants qu'on les calme en leur donnant des titres de noblesse. Qu'ils achètent, c'est des charges. Le roi a besoin d'argent, voilà, je te donne tel terrain, je te fais appeler. Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing. C'était Giscard qui s'appelait. D'Estaing, c'est une particule, il a acheté une terre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une noblesse d'Europe. Donc des bourgeois quittent un ordre pour monter vers un autre ordre. Et ils affaiblissent la noblesse d'épée, qui disparaît petit à petit d'ailleurs. 17e siècle, c'est la fin de l'apogée espagnole, hein, qui perd petit à petit de sa superbe, qui va continuer à décliner petit à petit jusqu'au 19e, où là, elle va rater le tournant industriel, l'Espagne. Elle ne le récupère que là, depuis 30 ans. Elle a raté le tournant industriel par des choix. En histoire, des choix peuvent conditionner la vie de ton pays pendant très longtemps. Regardez la civilisation musulmane, hein, 500 ans de déclin, l'Espagne qui prend du retard, ça donnera, voilà. Hein. Et encore, heureusement qu'elle a été préservée par la Seconde Guerre mondiale. Mais ça va être un lent déclin parce qu'ils sont attaqués de toutes parts, parce qu'il faut tenir l'empire qu'ils ont. À l'époque, il leur manque l'énergie, tu vois, c'est ça aussi. Quand tu as des galions qui mettent des semaines pour aller aux Antilles, et qu'il faut que tu surveilles des territoires en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, dans les Antilles, en ce qui va devenir maintenant les Pays-Bas, donc en Europe du Nord, en Méditerranée, un peu partout. Et il te faut la flotte, il te faut l'armement, il te faut l'argent. L'Espagne aura bien combattu, hein, et ils font une guerre contre l'Angleterre, ils épuisent l'Angleterre, ils font match nul. Ils font une guerre de 80 ans contre la Hollande, ils perdent les Pays-Bas, et ensuite ils perdront la partie de ce qui sera la Belgique, par la suite. C'est la France, l'Angleterre et les Hollandais, dans une moindre mesure, qui prennent le relais, et qui commencent à... Voilà, les Hollandais qui sont de grands commerçants, on a tendance à l'oublier. Hein. New York, c'est eux, Peter Stuyvesant, qui font de New York. C'est Peter Stuyvesant. Et il fumait pas que des clopes. Enfin, d'ailleurs, c'est lié, hein, tabac, etc., etc. L'île de Manhattan, c'est Peter Stuyvesant, le gouverneur. Avant de la vendre aux Anglais. Parce qu'ils avaient de meilleurs fusils. L'Asie du Sud-Est aussi, ils étaient là-bas. Donc, cette bourgeoisie, elle commence à apparaître. Londres prospère. Et après, c'est Dickens, Londres. Hein. 19e siècle. Ça va être Dickens, Londres. C'est prospère, on parle d'économie. Hein. Faut voir la misère. Prospérité qui va attirer des gens. Forcément des campagnes dès qu'il y a des famines. On le verra avec l'exode rural des Irlandais, par exemple. Ou l'arrivée aussi Londres des Jamaïcains. Puisque de temps en temps, tu as aussi... voilà, ça circule. Le commerce triangulaire profite à tous. Hein. Donc verroterie, tissu, armes à feu, pacotille contre des esclaves qui vont aller alimenter les Amériques, les Antilles, les plantations, qui permettront de ramener du tabac, de la canne à sucre, de l'or, etc., du cacao, etc., etc. En France, on a les guerres de religion qui retardent et qui font fuir justement les protestants commerçants, ce qu'on appelle les huguenots, qui vont faire la prospérité de Londres, d'Amsterdam. Il y a plusieurs vagues. Hein. Londres, c'est le siècle d'Élisabeth, donc c'est le nord, hein, c'est la Flandre, c'est Londres, c'est Amsterdam, c'est là où c'est riche. Hein. En France, on essaye de suivre, mais Louis XIV a plus des victoires militaires il a apporté beaucoup. Malheureusement, il n'a pas fait les meilleurs choix. Voilà, il y a une tentative d'industrialisation qui ne marche pas, les ordonnances sur le commerce, ça donne pas ce que ça devrait donner. De toute façon, ce qu'a fait Louis XIV, Louis XV ne va pas le pérenniser. Et Louis XVI, bon ben voilà, on connaît tous sa fin. 1602, c'est le premier rail. Il n'y a pas de moteur. Tu vois bien qu'il manque quelque chose. Hein. On est arrivé au bout des inventions, mais il manque quelque chose qui permettra, ce truc qui permettra de voir arriver d'autres inventions. Alors là, c'est pas un métal, c'est l'énergie autour duquel tout tourne. Et notre civilisation tourne autour du pétrole et de l'électricité.
T'as pas l'électricité, les trois quarts de notre mode de vie. Notre mode de vie n'existe pas, n'est pas tel qu'il est, et les trois quarts des objets qu'on a créés n'existeraient pas. Nous, c'est le tout électrique parce qu'on a l'électricité qui le permet. Pense à ça. Ben là, voilà. Là, tu vois qu'il y a des rails, mais c'est pas motorisé. Mais on a compris que c'était beaucoup plus pratique déjà. Alors, ils les tiraient avec des chevaux. C'est souvent des rails qui venaient d'une mine qui allaient vers une autre mine. On a, voilà, c'est 1600, 17e siècle, c'est Blaise Pascal, c'est ce qui va donner la machine à calculer, ce qui ramènera à un moment donné l'informatique. L'informatique, c'est la bourse, c'est les cotations, c'est l'ultra financier. C'est ce qui fait tourner tout notre système. C'est la troisième révolution industrielle. Elle est basée autour de l'informatique. Troisième ou quatrième, même certains parlent de quatrième. L'horloge cycloïdale en 1557, voilà des progrès en horlogerie. Encore une fois, des progrès en automatisme. Tu sais les engrenages des horloges, eh ben, c'est lié au nombre premier. Ouais, cherche pas, mais c'est vrai en plus. Voilà. Tu vois que l'un peut amener l'autre. Création de manufactures en France, qui sont les grandes usines, hein. Les Gobelins. Saint-Gobain, c'est de cette époque-là, Saint-Gobain pour le verre, par exemple. Et c'est surtout 1690, la machine à vapeur, Denis Papin. Non, c'est pas l'ancêtre de Jean-Pierre. 1698, la machine à vapeur de Tom Savery. Là, ce qui est marrant, c'est que ça va être James Watt qui va proposer le premier brevet digne de ce nom de la machine à vapeur. Mais c'est marrant parce qu'on voit aussi tu vois qu'une idée, elle ne touche pas qu'une personne, mais elle touche des groupes de gens dans des zones données, à des moments donnés. C'est comme en quantique, c'est comme partout. T'en as un qui a un bout d'idée, l'autre il a un bout d'idée, l'autre il a un bout d'idée. Et là, on a Papin, on a Savery, on a Watt, on en a d'autres encore. C'est comme pour les chars, c'est comme pour la relativité, c'est comme 1694, la Banque d'Angleterre, donc, là, elle amplifie le commerce avec la pratique du réescompte à grande échelle, parce que jusque-là, ça se faisait de gré à gré. Ouais, lui, il me doit un tel, regarde, j'ai un papier qui est signé. Est-ce que si je te donne le papier et je mets ton nom et il est d'accord, est-ce que tu veux bien me donner de l'argent? Avant, ça se faisait comme ça. Là, maintenant, ça se fait à la banque. Le réescompte se fait, hein. Demandez aux petits. Oui, ça se fait encore, c'est une activité bancaire. Le problème, voilà, on a la guerre de 30 ans qui affaiblit, qui retarde, on a différentes guerres pour s'approprier les colonies. On verra qu'au 19e siècle, les grandes puissances européennes s'entendront pour rationaliser la colonisation de l'Afrique, pour éviter de trop se mettre sur la gueule. Mais là, la guerre de 7 ans, les Anglais qui veulent prendre des parts aux Français, les Français qui veulent prendre des parts aux Anglais, les Américains qui prendront aux Espagnols. 18e siècle, c'est important. Tous ces éléments que je te donne, ces progrès en horlogerie, le début de l'industrialisation avec la sidérurgie, l'extraction minière, les transports, les guerres. On voit arriver le sémaphore. Transport d'information. Le sémaphore, c'est un ensemble des sortes de grandes tours là, avec des bras. Et tu les mets tous les 10 bornes, tous les 15 bornes selon la topologie du terrain. Il faut juste qu'ils puissent se voir et ça permet de communiquer à grande distance. Là, notamment entre Paris et Lille. Le développement de la chimie, de la physique, des mathématiques, le développement des idées grâce à l'imprimerie, grâce à tout un tas d'autres choses, avec l'arrivée notamment de la prospérité, les gens peuvent réfléchir dans les villes, etc. etc. Ça donne quoi? Ça donne la laïcité qui arrivera. Et oui, comme tout marche par opposition. L'idée d'église, petit à petit, surtout que là, il y a le siècle des Lumières, ben voilà. Les premiers laïcs, ce sont ces gens qui remettent en cause l'église. Le fameux siècle des Lumières dont se prévalent les chancres de notre République. Les idées économiques circulent. Les physiocrates, François Quesnay, c'est l'école des physiocrates. C'est un économiste français, François Quesnay. On a Adam Smith, on a Ricardo. Ben, c'est ces idées-là qui amèneront le capitalisme moderne. L'ultralibéralisme américain, c'est pas que l'école de Chicago et Friedman, ça vient de Smith. Ah, 1709, début d'utilisation du coke de charbon, inventé au 17e. Ça permet le calfatage au goudron des navires, c'est hyper important. Ça te paraît rien, mais le coke permet l'acier dans des hauts fourneaux. Ça amène à la bonne température, etc. Une petite invention de rien du tout, petit traficage sur un charbon, ça donne ça. Je te la fais vite fait, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Les progrès en chimie, ça donne des meilleurs métaux, ça donne des meilleurs alliages, etc., etc. Ça te permet de mieux construire, ça te permet tout. Tout est lié. Tout est lié. 1712, les premières machines à vapeur. C'était pas encore opérationnel. Et puis il faut que l'idée mature, l'application.
Hein. Dès qu'on a le pétrole à la base c'était pour les lampes. Hein. C'est avec le moteur à explosion, hein, fin du 19e, qu'on a commencé à se dire tiens, on a beaucoup de pétrole et puis ça peut tourner au pétrole. Ça aurait pu tourner à autre chose d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Puis on aurait pu faire un autre choix. Et aujourd'hui d'ailleurs, voilà, le système économique, le système capitaliste fait qu'aujourd'hui, tant qu'on a du pétrole, on restera une civilisation du pétrole. Là, c'est ça le cancer. C'est à ça qu'on voit qu'on est dominé. Ce n'est plus nous qui décidons de nos destinées. C'est notre système économique et les richesses qui le permettent. Tant qu'il y a du pétrole, on pollue et on tourne avec des énergies fossiles. Alors qu'on pourrait passer à la voiture électrique. Qui empêche un chef d'État d'un petit pays de dire à partir voilà, bien sûr il y aura des mesures de prise, je veux plus de voitures à essence chez moi, je veux que des voitures électriques. On peut. C'est une histoire de volonté. Parce que là on peut, là maintenant. Avant ils pouvaient pas, avant ils avaient la voile. Dès qu'ils trouvaient quelque chose de mieux, ils l'adaptaient, la société s'adaptait autour de quelque chose de mieux. Mais maintenant on a quelque chose de moins bien et on reste accroché autour. On a raté quelque chose. C'est en cela que je te dis que le capitalisme d'aujourd'hui, en tout cas un certain capitalisme qui nous dirige, financier, ultra financier. Le problème c'est pas qu'il soit financier, c'est qu'il soit ultra financier que ça. Fait que là, c'est lui qui nous dirige maintenant. 1728, métier à tisser, 1730, le sextant. 1733, la machine à filer, 1736, le navire à vapeur. Et on peut faire un gros bras d'honneur au vent, on s'en fout, le navire à vapeur. On va aller plus vite, on va transporter plus lourd, et on va y aller à n'importe quelle époque. Puis ça donnera une autre architecture, etc. Et puis ça créera des emplois, etc., etc., etc. Et oui, on a du charbon, et on a de plus en plus besoin de charbon, donc on a de plus en plus besoin de mineurs, on a de plus en plus besoin de ceci, de cela. 1750, 1770, on a les travaux de l'heure, c'est un des très plus grands mathématiciens que l'histoire de l'humanité ait pu porter, sur la théorie des diverses machines. Les scientifiques de l'époque aussi, c'est pas Aurélien Barraud avec ses cheveux et son ras. Là. Désolé de dire ça aussi, non mais bon. Hein, ils étaient sur le terrain aussi. Hein. Ils n'hésitaient pas à passer de la recherche fondamentale à la recherche appliquée comme Euler, comme Kepler, comme Newton. Hein. Eh oui, ça gambergeait là-haut, hein, c'était perché dans les nuages, mais ça avait les deux pieds sur terre. Ça permet ensuite de la technologie. 1772, le tour à Alésé. Les ateliers, les tours, les machins, voilà, les machines à outils qui arrivent petit à petit. 1769, le premier brevet de James Watt pour la machine à vapeur. 1769. Il faudra attendre presque un siècle pour l'optimiser et en faire la machine à vapeur. Des chemins de fer, des trains qui permettront aux gens d'habiter pas loin des villes, qui créeront les périphériques, qui ramèneront les gens des campagnes, qui permettront aux gens de mieux circuler, qui permettront aux LED de mieux circuler, qui permettront aux meilleures informations, le fret, etc., etc., et de faire qu'un territoire devienne vivant et un corps et un pays s'anime avec le transport, un transport supplémentaire, le transport ferroviaire, après le transport maritime. Les Anglais auront tout compris. C'est ça qui fait la révolution industrielle et qui va amplifier le capitalisme. Et ouais, de la main-d'œuvre qui peut arriver plus vite, de plus loin, plus nombreuse. C'est ce qui va vider Londres, hein, parce que pour l'instant Londres se remplit. Quand le chemin de fer arrivera, ça le videra un peu de Londres, qui était surchargé. Allez voir les séries d'époque. Très intéressant. 1777, premier bateau en fer. Eh ouais, je suis en fer. Je nique ta mère. Ah non, ça rime pas. Mer, fer. Ah si, ça rime. Fer, bateau. Création d'une industrie du fer. Création d'emplois. Bateau plus solide. La guerre, domination des mers. Colonisation, etc., protection des routes des mers, etc., etc. 1780, les premières montgolfières, ça donnera le fret aérien, ça donnera Mermoz et le courrier, début du siècle dernier, hein, Mermoz, Jean Mermoz, je crois qu'il s'appelait, non, Johnny Mermoz, et ça donne le fret. Vous voyez, chaque truc ramènera un autre truc, mais il faut que le temps que ça mature. Les montgolfières, c'est des travaux de scientifiques, des travaux de recherche fondamentales, sur l'air, sur tout ça, tout est lié. 1783, mise au point de l'impression mécanique au rouleau des tissus. Maintenant, en matière textile, on fait tout, mais à l'époque, voilà, ils tissaient. Là, mise au point de l'impression mécanique au rouleau. Ils peuvent faire des t-shirts. Merci Belle. On voit arriver le mouvement des enclosures en Angleterre. C'est un mouvement qui a démarré au 16e déjà. Voire même, oui, au 16e. C'est un mouvement le mouvement des enclosures. Jusque-là, tu avais des terres qui appartenaient à tous. Tout le monde pouvait cultiver, planter petit à petit. On voit à l'arrivée de
la propriété privée. Des gens qui entourent leur parcelle pour éviter que des gens l'utilisent, des gens viennent glaner, des gens viennent... voilà. Ils affirment leur droit de propriété autour de parcelles. Ce mouvement-là, le mouvement des enclosures, fait partie de ce qu'on appellera, fait partie des éléments qui amèneront la première révolution industrielle qui va arriver là, qui va se préparer. Ce ne sera pas 1850 réellement, hein, voilà, l'histoire, c'est pas d'un coup ça arrive. 1820, déjà on en voit les prémices, 1830, etc. On le verra la prochaine vidéo. 1785, première voie ferrée en France au Creusot. Le Creusot, c'est connu pour la sidérurgie. 1786, charpente en fer. On utilise le fer, on le maîtrise, on l'utilise un peu partout. 1791, premier sémaphore des frères Chappe. Premier message Paris-Lille. Les communications, c'est une marchandise. Et là, on assiste encore à un nouveau transport, rapidité des transports. Et là, dans l'air. On verra ensuite le Morse, la TSF. Enfin, la TSF. Hein, message sans fil, etc., etc. Le téléphone. Bon, maintenant, on peut communiquer de n'importe quel coin du globe hein, avec un téléphone satellitaire. 1796, les vaccins, Jenner. Donc, ouais, pareil, les vax, anti-vax, tout ça, c'est pas le moment. Les vaccins permettent de vacciner des gens qui peuvent aller sous d'autres latitudes et il y a moins de morts et ces vaccins permettent de vacciner des populations. Donc, on peut déjà aussi justifier notre présence là où on pique les matières premières. Alors dire, ouais, on vous a apporté la civilisation, regardez. On vous vaccine, vous mourrez moins, comme ça vous pourrez nous regarder, vous exploiter, au lieu de mourir comme avant. Non, mais le vaccin a son importance, trêve de plaisanterie. Et puis le 18e siècle, c'est les idées. Je pourrais poursuivre comme ça, hein, donc début du 19e, on voit quelque chose politiquement, parce que le système politique se fait petit à petit. Hein. L'Angleterre, c'est une monarchie parlementaire, la France, petit à petit, abandonne ses idées de monarchie de droit divin. Il faut aussi libéraliser les idées. Si on veut que le capitalisme s'installe, il faut aussi que tout soit souple. Et le système politique, le roi a pris le pas sur les églises, mais là maintenant le roi se voit opposer les républiques, d'autres types de gouvernance. Et de temps en temps, on voit ressurgir un passé, un reliquat du passé. Napoléon, en tant qu'empereur, entre 1804 et 1815, Napoléon était un reliquat du Moyen-Âge, des rois du Moyen-Âge, puisqu'il a essayé de restaurer un petit peu une autorité royale qui coifferait tout, la banque, qui coifferait le commerce, qui coifferait un petit peu tout ça. Bon, même si Napoléon était en partie lié à la haute bourgeoisie française, aux financiers français, aux banquiers français, aux sénateurs français, à l'establishment français. Il a essayé un petit peu, c'est un soubresaut du 16e, hein, et tout de suite après la défaite de Waterloo, les Européens ont décidé de revenir à ce qu'ils appellent l'Europe des nations, qui se partagera l'Afrique, continuera à suivre le mouvement de progression des idées, le progrès technologique, le progrès des médecins. Le 19e siècle n'a jamais été aussi fécond en création, en invention. On va dire jusqu'aux années 50. Et les gens ont vu en une vie, certains ont vu leur vie se transformer, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Imaginez quelqu'un né en 1880 et qui serait mort en 1960. Il a tout vu. Il a vu des guerres, il a vu des avions apparaître, il a vu des communications. Imagine quelqu'un qui a à peu près 90 ans, 100 ans. Ce qu'il a vu, les bouleversements. Et bien là, on est à une époque, 19e et même 20e, où il verra tous ces bouleversements et cette accélération de l'histoire et cette installation d'un capitalisme industriel. Donc c'est ce que nous verrons, puisque voilà, avec toutes ces inventions, on commence à voir arriver le train, on commence à voir les exodes ruraux, et on va voir qu'au 19e siècle, la révolution industrielle va donner un boom de croissance. C'est l'adolescent en une nuit prend 20 cm. Au capitalisme, aux sociétés européennes, qui là ont la mainmise du monde. Voilà, elles ont la mainmise du monde, elles ne voient pas arriver encore les USA. Mais on est au début du 19e siècle, on est arrivé à maturité et il manquait l'énergie. On est arrivé au bout, il fallait embrayer. Il manquait l'énergie qui permet les usines, l'énergie qui permet de construire, l'énergie qui permet de construire, d'extraire les matières premières, de les ramener. Il faut de l'énergie. De faire des choses qui permettront de créer d'autres choses, de créer des usines qui créeront d'autres trucs. Il manquait l'énergie partout, l'énergie qui donne de la vitesse aussi.
parce que la vitesse est importante militairement, les communications, etc., etc. Il manquait ça. Et c'est la vapeur, la machine à vapeur, qui permettra ce bond, ce boom, qui donnera la première révolution industrielle. La seconde révolution industrielle, c'est l'arrivée de l'électricité. Encore une fois, c'est lié à l'énergie. Donc, l'énergie qui permet certains modes de production autour duquel les sociétés tournent. Et tout s'est construit au fur et à mesure. Le droit, superstructure, les activités bancaires, les activités commerciales, les pratiques, les routes, les gens, les idées, tout se met en place. Et c'est ce qu'on verra à la troisième vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre pour être complet sur ces 3 siècles, jusqu'à 1800? On verra donc les grosses familles qui dirigent encore. Certaines ont réussi à continuer à diriger, des dynasties qui se sont fait là. Ces dynasties, c'est maintenant des grands financiers. Elles n'ont pas raté le coche. Mais il y a quelqu'un qui reste quand même encore à la traîne, qui est à la traîne, et c'est normal, c'est le peuple. Le peuple souffre. Qui dit bouleversement, qui dit changement, qui dit guerre, dit mort, dit souffrance, dit privation. Le capitalisme qui arrive, ça va être un capitalisme inhumain, c'est le capitalisme de Zola, où l'homme est devenu une bête de somme. Avec ou sans énergie, l'homme est là. Alors on va comprendre progressivement que l'esclavage, finalement, il valait mieux l'abolir, économiquement c'était beaucoup mieux, et ça donnera les ouvriers. Et le lumpen prolétariat, c'est-à-dire ce qu'il y a entre le clochard et l'ouvrier, tous les degrés successifs. L'open prolétariat aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est au RSA. C'est pas péjoratif, c'est des catégories, c'est le sous-prolétariat, voilà, c'est tout. Donc là, on parle d'histoire du capitalisme, mais on parle pas de l'histoire, on parle de l'histoire des hommes, mais c'est aussi l'histoire de la souffrance des hommes. Des grandes fortunes se sont constituées, mais le Londres du 18e ou du 19e, c'est la misère. C'est une misère, c'est des gens qui récupèrent de la merde dans les égouts pour la vendre. Dans des fermes à côté, parce que c'était c'est pour le, comment on appelle ça, pas le purin, ça faisait de l'engrais. Allez voir ces films. On parle de l'histoire de la souffrance des hommes et de certains qui s'en sont sortis, de grandes familles qui se sont faites. De ce qui s'est fait au XXe siècle, c'est joué au XIXe et au XVIIIe. Voilà. Donc j'espère que cette deuxième vidéo sur le capitalisme vous conviendra. Donc je vais la mettre d'abord sur Vimeo. N'hésitez pas à me dire, mes patrons, ce qu'il en est, si vous arrivez à la voir ou pas. Je vais résoudre ce problème dans les jours qui viennent. Et je vous prépare une troisième et dernière vidéo sur le sujet, qui fera le capitalisme jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire début 1800, l'arrivée des gens, la révolution industrielle qui s'installe dans les grandes villes, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au cancer qui est l'ultracapitalisme financier, et qui ramène les crypto-monnaies, qui sont, lorsque tu te mets, tu recules un petit peu, et tu regardes, lorsque tu as une vue d'ensemble, tu aperçois que les crypto-monnaies s'inscrivent dans ce mouvement de dématérialisation, et on a créé la monnaie pour faciliter le commerce, les financiers enlèvent la monnaie pour pouvoir te mettre la main dessus. Et ne me dites pas, oui, mais les crypto-monnaies, c'est la blockchain, c'est dématérialisé. Je vous rappelle juste une chose, les amis. Les crypto-monnaies, c'est sur quoi? Sur Internet. On voit là avec certaines plateformes dont les directeurs disparaissent, on voit la fragilité du système des crypto-monnaies. Un mec qui se barre avec la caisse et c'est fini, il n'y a plus d'argent. Mais j'ai envie de te dire, c'est Internet, qui c'est qui t'amène l'Internet? C'est l'État. Si demain il y a le chaos, tu crois qu'il y aura de l'électricité? Tu crois que les réseaux marcheront? Tu crois que l'Internet mondial tournera? Non. Et admettons que l'Internet continue à tourner. Tu crois que l'État peut couper l'Internet pour un pays? C'est facile. Il y a combien de points d'entrée en France? Je crois qu'il y a 30 points d'entrée en France de l'Internet, une trentaine de points d'entrée. Donc comment... voilà, la crypto-monnaie s'inscrit dans ce cadre. Que tu aimes ou pas la crypto-monnaie, tu fais ce que tu veux, mais il y a un truc qui est indubitable, c'est qu'elle s'inscrit dans ce cadre de l'ultralibéralisme financier. Création de valeur sans richesse. C'est ça? D'accord? Spéculation, c'est ça? Oui, oui, après tu peux investir si tu veux, voilà, avec des projets. Et fragilité, puisque ça appartient au système financier. Donc croire qu'on peut créer un système financier à part, sans avoir les infrastructures, sans avoir le contrôle des agents, sans avoir le contrôle sur quoi que ce soit, c'est assez naïf, non? Vous trouvez pas? Réfléchissez à ça, il ne s'agit pas de lancer une pique à ceux qui achètent des crypto-monnaies. S'il y en a parmi vous, moi je vous respecte. C'est juste, posez-vous les bonnes questions, c'est tout. Voilà.
à la troisième vidéo qui se fera dans les jours qui viennent. Je vais monter celle-ci. Je vous remercie toutes et tous. N'hésitez pas sur les posts à me faire part de vos suggestions. Et dès que j'aurai réglé ce petit problème de stockage de vidéos et dès que j'aurai lancé un petit peu, là je vais en mettre quelques-unes, on fera un live ensemble pour voir un petit peu ce que vous voulez. Pour l'instant c'est la phase de réglage. Qui me voit illustrer de plus en plus. Donc là je vais vous mettre un max d'illustrations. Bonne journée, bonne nuit, tout dépend du moment où vous entendrez cette vidéo. Au revoir.